cas, merci beaucoup pour cette invitation. Et comme vous l'avez dit en introduction, c'est une journée de grève nationale pour les médecins. Et je vous remercie en tout cas de continuer à organiser des espaces de travail, de réflexion, même si effectivement les temps sont très, très durs pour tout le monde. Et on pourra peut-être tout à l'heure effectivement en parler. Je voulais quand même en profiter à la fois pour me présenter et vous présenter le groupe opérationnel de la psychiatrie. Et bien entendu, on pourra discuter des différents enjeux aussi que traverse cette discipline. Alors, donc moi, je ne suis plus PCME après avoir 10 ans président de la commission médicale au centre hospitalier Gérard Marchand à Toulouse. Je suis aujourd'hui chef de pôle et je suis coordonnateur donc, de ce groupe opérationnel de la psychiatrie au sein de la Commission nationale de la psychiatrie. Alors, juste pour vous dire qu'effectivement, ce groupe opérationnel de la psychiatrie, c'est un dispositif que je vais vous présenter qui est bien sûr étroitement associé à la Commission nationale de la psychiatrie que je vais vous présenter tout à l'heure également. Et sa création, effectivement, a été le fruit de réflexion et d'association de l'ensemble des acteurs de la psychiatrie, puisque, comme vous le savez, on a besoin aussi d'un espace où on ne parle pas de la psychiatrie juste au moment des faits divers, mais aussi de parler de la psychiatrie pour ses nombreux atouts, même si aujourd'hui, effectivement, on voit bien que c'est une discipline qui est à bout de souffle. On peut passer à la suivante. Voilà, merci. Alors, donc, peut-être rapidement présenter la Commission nationale de la psychiatrie, qui est une instance nationale qui est censée donner de la visibilité de notre discipline, qui a été installée donc par Olivier Véran le 18 janvier à côté de Katia Julienne, qui était la directrice générale de l'offre de soins. Le professeur Michel Lejoyeux a été désigné et donc par M. Véran pour assurer cette présidence de la Commission nationale de la psychiatrie. Alors, concrètement, c'est quoi cette commission? Alors, bien sûr, ce n'est pas quelque chose de nouveau, puisque avant cette Commission nationale de la psychiatrie, il existait déjà dans quelques années en arrière la Commission des maladies mentales, puis très rapidement le COPI national de psychiatrie, qui avait été présidé par Yvan Halimi, puis par Pierre Thomas. Et pour des raisons effectivement d'une meilleure association, en tout cas de l'ensemble des acteurs, il a été décidé en fait de mettre fin en tout cas au COPIL et créer cette nouvelle commission. Alors, cette commission, bien sûr, qui a été installée par M. Véran, qui peut la saisir, bien sûr, pour tout sujet qui concerne le champ de la psychiatrie. Donc, comme vous le voyez, c'est une instance, bien sûr, consultative d'abord, mais une instance technique, d'expertise et surtout de concertation qui associe en fait l'ensemble du monde de la psychiatrie, à la fois, bien sûr, des professionnels, mais également les usagers et les proches. Alors, la gouvernance, contrairement peut-être aux précédentes, qui est une gouvernance beaucoup plus équilibrée, puisqu'elle associe à la fois, et vous allez voir tout à l'heure la composition des universitaires, des non-universitaires, mais également des personnes qui ne sont pas du tout dans le champ de la médecine, hein, puisque donc l'idée aussi d'associer d'autres acteurs qui sont impliqués dans le parcours de psychiatrie et de santé mentale. Donc, les missions principales confiées à cette commission, c'est d'abord d'accompagner, bien sûr, les réformes majeures, et on va en discuter tout à l'heure des certain nombre de réformes, avec, bien sûr, toute leur complexité. Donc, de conduire les réflexions et les travaux des orientations ministérielles, d'émettre des propositions concrètes afin de pouvoir les décliner sur le plan opérationnel, et c'est un peu le rôle du groupe opérationnel de la psychiatrie. Et enfin, bien sûr, de préparer les assises. Et comme vous le savez, les assises ont eu lieu en fin septembre, donc le 28 et le 29 septembre. Et donc, ça a été un rendez-vous inédit, puisque donc il a été sous le patronage du président de la République. Et c'était pour la première fois, effectivement, on mettait en lumière quand même une psychiatrie avec toutes ses diversités, sa richesse, et pas juste, effectivement, comme je vous disais, qu'elle soit convoquée
au moment des faits divers ou d'un certain nombre de drames. Le président de la République a quand même porté une réflexion très très forte, puisque à la fois il consolidait la place des secteurs, il reconnaissait aussi que la psychiatrie a été pionnière aussi dans le parcours de soins, mais également il reconnaissait un sous-investissement chronique de cette discipline, avec aussi proposé donc d'injecter des moyens financiers importants pour permettre de redonner un peu de souffle, même si aujourd'hui, comme vous voyez, peut-être effectivement, peut-être les moyens, on peut toujours discuter, ne sont pas à la hauteur de l'enjeu. Alors, ma place aujourd'hui, je ne suis pas ni le porte-parole de la DGOS, ni effectivement le porte-parole du délégué national à la psychiatrie et santé mentale, mais effectivement, j'ai ce rôle de pouvoir accompagner les réformes et venir en appui aux établissements, mais tout à l'heure, je vais le développer. On peut passer à la prochaine. Voilà, donc vous voyez une composition quand même assez large qui intègre donc tous les acteurs de la psychiatrie qui sont impliqués dans le parcours de soins et de vie. Donc à la fois bien sûr les usagers et les familles, les fédérations, des représentations de l'ARS, le Conseil national des universitaires, les sociétés savantes, les syndicats de psychiatres, les représentants des professionnels, du médico-social, du social, du privé. Voilà, donc un certain nombre d'acteurs importants, le contrôle général également, l'ordre des professionnels. Vous voyez finalement un certain nombre d'acteurs importants qui œuvrent en tout cas autour de la psychiatrie. On peut passer à la prochaine. Voilà, donc du coup, cette commission est structurée finalement en 5 pôles avec 13 sous-commissions ou groupes thématiques et le groupe opérationnel de la psychiatrie. Alors, vous voyez finalement dans les pôles, on a voulu faire en sorte effectivement dans ces pôles qu'il y ait une forme de cohérence avec donc des sous-commissions, donc des sous-commissions qui sont également, qui représentent l'ensemble des acteurs de la psychiatrie, à la fois des médecins et des non-médecins, mais des usagers et des représentants des familles. Donc, des groupes de travail qui sont assez actifs et vous voyez bien finalement les sujets ne manquent pas, puisqu'un certain nombre de sujets autour de la question de l'offre hospitalière ambulatoire qui sont aujourd'hui un peu en souffrance. L'idée, c'est de pouvoir réfléchir quand même comment on peut améliorer le parcours de soins et de vie, et bien sûr, sans oublier la qualité et la sécurité des soins. Le pôle 2 qui est organisé autour de la psychiatrie, société, loi et prévention, qui traite également des questions d'éthique, de société, autour de la question aussi des représentations sociales de la psychiatrie, la place du patient, ses droits, la psychiatrie médico-légale qui a été très très active ces derniers mois, puisque donc vous le savez, un certain nombre de sujets sont venus percuter aussi le monde de la psychiatrie, comme la question de l'isolement et contention qu'on va aborder tout à l'heure, effectivement, la question de l'irresponsabilité pénale qui nous ont occupé beaucoup, à la fois pour faire en sorte de faire entendre notre voix, mais aussi de pouvoir un peu, j'allais dire, pour la question de l'isolement et contention, mais on en parlera, arrondir le carré. Je ne sais pas comment on peut arrondir le carré, mais en tout cas, arrondir le carré dans l'instruction, de faire en sorte qu'effectivement, que l'instruction puisse être quand même la modalité qui permet en tout cas aux professionnels de pouvoir appliquer une loi qui a été très très difficile en tout cas, avec des moyens qu'on considère aujourd'hui pas à la hauteur des enjeux, même si personne aujourd'hui n'ignore à la fois effectivement les difficultés du terrain, mais bien sûr cette loi a toute sa légitimité parce que bien sûr également nous cherchons à réduire nos pratiques d'isolement et contention et de développer bien sûr d'autres pratiques pour améliorer en tout cas la prise en charge. Le pôle 3 qui est autour effectivement de la psychiatrie et bien sûr ses articulations avec l'ensemble des autres spécialités médicales. Le pôle 4 autour du traitement de la recherche et de l'innovation. Et le pôle 5 qui est effectivement un pôle à lui tout seul puisqu'il concerne la pédopsychiatrie. Et enfin, le groupe opérationnel de la psychiatrie, dont je suis le coordonnateur, mais avec une équipe, qui essaye un peu de faire cette transversalité avec l'ensemble, en tout cas, des pôles et des sous-commissions, et de pouvoir être opérationnel, comme son nom le dit, sur un certain nombre de sujets et être force de proposition également.
On peut passer à la prochaine. Voilà, donc c'est quoi le GOP? Donc le GOP, c'est d'abord un outil, mais surtout une équipe pluriprofessionnelle au service de la communauté, avec une nomination effectivement par la DGOS pour une mission de 4 ans, comme le président de la Commission nationale de la psychiatrie. Donc il y a une forme de synchronisation dans les mandats. Il fait partie donc du bureau permanent donc, de la Commission nationale de la psychiatrie, travaille en étroit lien avec la DGOS et le président de la commission. Il y a une indépendance avec le délégué ministériel, même si effectivement il faut des liens fonctionnels très très forts, avec effectivement un cahier des charges qui est différent. Une mission transversale avec les autres sous-commissions. Le GOP peut s'entourer, bien sûr, effectivement, de toutes les personnes qui sont dans les différentes sous-commissions en fonction de leur expertise pour participer à telle ou telle mission aussi. Il co-anime également la commission, la cellule nationale de Covid et psychiatrie avec la DGOS. On va en parler puisque ça fait partie des sujets que vous souhaitez aborder, puisque donc au moment de la première vague, il a été installé assez rapidement une cellule Covid qui était présidée par le professeur Bellivier. Et puis, au moment de l'installation du GOP, donc cette cellule, effectivement, s'est déplacée sur le GOP et on a continué à assurer cette co-animation avec la DGOS tous les mois, à la fois pour un suivi épidémiologique, mais on a été extrêmement proactif sur la question de la vaccination, par exemple, des patients psychiatriques. Comme vous le savez, au départ, effectivement, les patients psychiatriques ne faisaient pas partie, en tout cas, du périmètre. C'était souvent des personnes âgées. On a quand même beaucoup insisté pour que très rapidement, l'HAS fait entrer aussi et priorise les malades mentaux comme étant des personnes extrêmement vulnérables et qui sont susceptibles de développer des formes graves. Et très rapidement, effectivement, donc les patients psychiatriques ont pu rentrer, en tout cas, dans ce périmètre. Mais on a été aussi force de proposition sur un certain nombre de sujets. Et bien sûr, l'idée, c'était de partager autour de cette cellule, par exemple, les organisations mises en place dans les différents établissements, de partager des protocoles, de pouvoir échanger sur un certain nombre de sujets. Et la psychiatrie a été très, très active, comme vous le savez, sur le sujet du GOP, même s'il n'était pas en première ligne, mais on était aussi sur le front. Et la créativité, en tout cas, des agents a permis très rapidement de s'adapter à la situation, à cette crise sanitaire sans précédent, pour pouvoir poursuivre, en tout cas, l'accompagnement des patients, notamment lors de la première vague, effectivement, où les patients ne sortaient pas. Ce sont les équipes qui se déplaçaient au domicile des patients pour les visiter. Mais on a dû aussi nous adapter en fonction des situations pour, par exemple, assurer de la visio quand c'est nécessaire pour éviter, par exemple, de déplacer des patients au CMP afin de ne pas leur faire prendre des risques. Et puis, bien sûr, un certain nombre de patients à haut risque, par exemple, soit en lien avec leur pathologie, leur comorbidité ou les risques médico-légaux, donc d'organiser donc sur mesure en fait, d'organiser aussi des entretiens au CMP. Voilà, donc c'est l'idée de cette cellule nationale de vraiment de partager. Et on voit aujourd'hui, par exemple, de nouveau une recrudescence de l'épidémie avec d'autres variants. Donc, on sera probablement à la rentrée autour de la table pour réfléchir. Cette cellule a également participé à un webinaire avec le professeur Alain Fischer et le professeur Bellivier en janvier 2021, le 25 janvier 2021, pareil, pour essayer de réfléchir sur comment on accompagne les patients sur la vaccination, mais surtout de faciliter l'accès à la vaccination de nos patients. Et comme vous le savez, nos patients ont parfois beaucoup de mal à aller faire la queue. Et l'idée, c'était de trouver des modalités qui permettaient aussi de faire en sorte que les patients accèdent plus facilement sur les plateformes de vaccination, même si beaucoup d'établissements ont mis en place aussi au sein de leur site un certain nombre de vaccinodromes également. Donc, bien sûr, aussi, cette relation et une articulation très étroite avec l'ensemble des acteurs de la psychiatrie, puisque donc la psychiatrie est également riche aussi dans ses diversités et dans ses approches. Et l'idée, c'est de maintenir donc ces articulations. Alors, je le dis toujours aussi, que le groupe opérationnel de la psychiatrie
ce n'est pas une équipe d'experts de l'HAS, ce n'est pas l'ANAP, ce n'est pas l'IGAS, ce sont des professionnels de terrain qui sont bien imprégnés des organisations et du fonctionnement et qui peuvent se déplacer, partager aussi peut-être leur expérience de leur établissement et de venir faire un diagnostic et des préconisations. On peut passer à la prochaine. Voilà, donc en fait, les trois piliers de ce groupe opérationnel, j'en ai parlé déjà du premier, donc le placement sous l'autorité de la DGOS, avec une saisine qui doit se faire avec la DGOS et éventuellement les ARS, bien sûr, quand ils en ont besoin en fonction des situations. Contrairement à la Commission nationale de psychiatrie, ils garantissent le caractère concret et opérationnel, puisque donc la Commission nationale se réunit régulièrement en séance plénière, donc elle n'a pas le temps effectivement de réagir sur les sujets d'actualité. C'est ce qu'on a fait quand il a fallu rapidement réagir, comme vous le savez, au décret qui pénalisait les malades mentaux en cas d'arrêt du traitement, la question de l'isolement et contention. Donc on a été très très réactif, le GOP, pour faire des propositions. On a participé à un certain nombre d'enquêtes flash pour permettre un peu d'appréhender les difficultés. Donc, il y a eu 2 enquêtes flash qui sont en cours actuellement, travaillées avec l'ADESM et la conférence des PCME de CHS autour d'une enquête flash sur les urgences de pédopsie et psy adulte. Donc, on partagera avec vous prochainement. On a réalisé une enquête flash sur la mise en œuvre de la loi isolement et contention dès que la loi a été promulguée et avec sa déclinaison, donc pour pouvoir connaître si les établissements ont pu mettre ce qu'il faut pour, en tout cas, répondre à cette loi. Bon, on s'est rendu compte que finalement, la majorité des établissements ont réussi à mettre en œuvre, en tout cas, la loi, même si la moitié l'appliquait totalement et l'autre moitié partiellement. Et on avait posé un certain nombre de questions sur les modalités d'application de 2 évaluations. Comme vous le savez, on est passé d'un eurodatage à un séquençage, c'est 2 évaluations par 24 heures pour l'isolement et 4 pour la contention. Donc, on a souhaité comprendre comment les organisations ont été faites dans les établissements, si on fait appel aux internes ou pas aux internes, si la permanence de soins a changé ou s'est renforcée, quelles sont les relations, par exemple, avec le tribunal judiciaire, le nombre de mains levées, la question des mineurs, est-ce qu'elle est instruite ou pas par le JAD. Vous voyez, un certain nombre de questions quand même qui nous permettent de mieux appréhender les difficultés et les problématiques des établissements. Donc, la mission principale du GOP, c'est à la fois accompagner la mise en œuvre des réformes de manière opérationnelle, mais aussi venir en appui aux établissements dès lors, effectivement, ces établissements se trouveraient en difficulté ou ils ont besoin d'avoir une réflexion sur organisationnelle de l'offre de soins. Une équipe donc composée, et on va le voir, on peut peut-être passer à la prochaine en fait. Bon, ça c'est la lettre de mission, on peut passer aussi. Voilà. Donc, peut-être on peut passer encore. Donc, vous allez tomber sur la composition. Donc, une équipe socle avec à la fois des médecins, donc Madame Finkelstein qui représente les usagers au niveau national, le professeur Jean-Louis Senon, le docteur Triantafilou, le docteur Skurnik, le docteur Muller, le docteur Schmitt, Sylvie Perron. Et on a également 2 directeurs qui sont Monsieur Bagnols et Monsieur Vanderstock que vous connaissez, qui seront là cet après-midi, et un directeur de soins, Jean-Noël Fourré, et donc une équipe effectivement qui est assez soudée, avec chacun une expertise qui vient compléter les uns et les autres. Et très rapidement, donc cette équipe s'est mise au travail, puisque donc à la fois sur les sujets d'actualité que vous avez souhaité partager, mais à la fois pour venir en appui à des établissements. Ça a été le cas, par exemple, en Occitanie, ça a été le cas aussi sur d'autres établissements, sur d'autres régions, où effectivement, on peut apporter du conseil, mais ou venir à la demande de l'établissement sur place. Voilà, donc ça, c'est les grandes lignes en fait qui permettent à chacun de bien appréhender en fait les missions de ce groupe opérationnel de la psychiatrie, qui aujourd'hui fait partie un peu du paysage national de la psychiatrie.
et qui, tout à l'heure, je dis, en fait, peut-être que j'ai pas complété, puisque donc il n'intervient pas uniquement sur le champ de la psychiatrie publique, hein, il peut être sollicité, par exemple, sur des établissements privés à but lucratif ou non lucratif aussi, hein. Bon, aujourd'hui, la plupart des sollicitations se font sur la psychiatrie publique. Voilà, donc vous avez souhaité, bien entendu, évoquer un certain nombre de sujets, puisque donc, à la fois, comme vous l'avez dit, les enjeux sont assez lourds et importants, qui traversent notre belle discipline aussi. Alors, sur la question de la réforme des autorisations, donc vous savez, il y a eu plusieurs réformes, effectivement. D'ailleurs, moi je dis toujours, la psychiatrie, c'est la discipline d'ailleurs qui est la plus réformée et la plus contrôlée également. La plus réformée parce que quand même on fait face à un certain nombre de réformes actuellement, l'une après l'autre, et sans parfois nous laisser un peu de souffle, et aussi la plus contrôlée, contrairement à ce qu'on peut penser, donc avec la présence du contrôle général, la CDSP, les différents recours qui sont possibles. C'est une des spécialités médicales d'ailleurs la plus contrôlée. Concernant la réforme des autorisations, alors il y a eu effectivement l'idée, c'était de pouvoir s'inscrire dans une démarche générale de rénovation de tous les textes en fait qui régissent les autorisations d'activité. Euh, Aujourd'hui, pour la psychiatrie, il n'y avait pas de texte précis qui permettait de réglementer en tout cas ces autorisations, puisque les établissements pouvaient être habilités, par exemple, par le DG de l'ARS. Donc, on était sous un régime de désignation. Et aujourd'hui, on va passer sur un régime d'autorisation. Vous allez me dire, mais c'est quoi la différence en fait? La différence, elle est importante, puisque un régime de désignation où il n'y avait pas vraiment de cahier des charges précis, puisque donc aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une forme d'hétérogénéité, par exemple, dans la répartition de l'offre de soins sur le territoire. Il y a un manque de lisibilité de l'offre de soins. Il n'y avait pas de cahier de charges précis, par exemple, pour les soins sans consentement. Une hétérogénéité également dans le fonctionnement. Et l'idée, c'était de pouvoir un peu profiter de cette rénovation globale des autorisations pour travailler aussi sur les autorisations en psychiatrie. Alors, normalement, il y a une ordonnance qui est sortie en mai 2022 et l'idée, c'est que la mise en application puisse être en 2023 au moment de la mise en place du projet régional de santé version 2, en fait. Donc, vous voyez, finalement, les choses ont bien avancé. Et concernant, par exemple, pour rester sur la psychiatrie, puisque donc l'idée, c'est à la fois d'en profiter pour travailler sur les conditions d'implantation et également sur des conditions techniques de fonctionnement. Toujours avec le souci d'améliorer, bien sûr, la qualité des prises en charge, d'harmoniser les fonctionnements, d'être en conformité avec les projets territoriaux de santé mentale, de travailler sur la gradation des soins et de travailler bien sûr sur les coopérations, parce que la psychiatrie, quand même, ce qui est d'ailleurs un peu son ADN, c'est de pouvoir travailler avec un certain nombre de partenaires divers et variés aussi. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, effectivement, très rapidement, on s'est mis autour du projet territorial de santé mentale puisque la psychiatrie n'a pas l'exclusivité de la santé mentale, c'est un acteur parmi d'autres, mais un acteur important, en tout cas sur le territoire. Donc, dans les conditions d'implantation, l'idée, c'était essayer alors peut-être avant de parler des conditions d'implantation, de préciser qu'il y a eu des mentions. Alors, au début, effectivement, on s'était posé la question, c'est quoi ces mentions? Est-ce que ces mentions, ça veut dire qu'effectivement, c'est quelque chose qui peut être facultatif? Bon, l'idée des mentions, puisque en fait, il y a 4 mentions qui sont envisagées. Bien sûr, il y aura la mention psychiatrie adulte, psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, soins sans consentement et psychiatrie périnatale. Et l'établissement qui va bénéficier d'une autorisation, en tout cas, qui sera autorisé, doit pouvoir assurer l'ensemble effectivement de ces mentions. Ce n'est pas des mentions facultatives. Par exemple, on peut imaginer que des établissements puissent dire je ne ferai pas les soins sans consentement puisque je n'en ai pas les moyens. Donc, dès lors que un établissement est autorisé, il doit pouvoir assurer l'ensemble des palettes, en fait. Alors, c'est pour ça que du coup, il y avait ces inquiétudes qu'on a rapidement posées, en fait, en disant, mais est-ce que les mentions pourraient permettre ce désengagement des établissements de telle ou telle prise en charge? On nous a répondu que non. L'idée des mentions, c'est vraiment de travailler sur un cahier des charges très précis, en fait.
et bien sûr, effectivement, sur les conditions techniques de fonctionnement, qui consistent aussi à profiter en tout cas de ces régimes d'autorisation pour dire c'est quoi une chambre d'isolement, c'est travailler sur l'architecture, par exemple, d'un service, parce qu'on voit bien aujourd'hui de plus en plus certains services mériteraient peut-être d'être retravaillés au niveau architectural, parce qu'on sait très bien que l'architecture peut aussi avoir un côté très positif, en tout cas dans l'espace et dans les situations de violence. Hein. Et donc, l'idée, c'était de profiter en tout cas de ça pour travailler aussi sur un cahier des charges qui permettait de pouvoir non pas rapidement réfléchir sur des unités fermées, réfléchir sur des unités qui respecteraient la liberté d'aller et venir, avec peut-être des espaces fermables, comme on a d'ailleurs sur Toulouse. Hein, on n'a pas d'unités fermées, on a des unités ouvertes en fait, avec des espaces fermables, avec un double accès, en fait, une porte qui donne sur la zone ouverte, une porte sur la zone fermée, et qui est modulée en fonction de l'état clinique. Voilà, donc l'idée, c'était aussi de travailler également sur l'adéquation entre les effectifs, même si ça reste un sujet un peu compliqué en tout cas, dans un service, et un certain nombre d'organisations. Ça, c'est la question autour des autorisations. La question qui concerne le Covid, bon, j'en ai un peu parlé, puisque donc l'idée derrière, c'était aussi d'assurer ce suivi, puisque la psychiatrie, comme les autres spécialités, a été confrontée à la vague épidémique, mais aujourd'hui confrontée à la vague psychiatrique, puisque donc l'impact est à la fois physique, mais également psychologique. Et on voit bien quand même aujourd'hui, depuis quand même la première vague, puisqu'on a subi plusieurs vagues en fait depuis la première, un impact extrêmement fort, en tout cas sur la situation de nos patients, à la fois beaucoup d'ailleurs parmi les adolescents ou les jeunes adultes hein, qui ont aujourd'hui qui fréquentent beaucoup nos CMP, ce qui effectivement peut-être moins le cas il y a quelques années en arrière, un nombre de passages très très élevé aux urgences sur des patients qui ont des troubles à la fois du comportement alimentaire, des tentatives de suicide, des décompensations psychiatriques, l'isolement, voilà, un certain nombre de sujets qui viennent aussi peut-être aggraver la santé mentale de nos concitoyens. Donc, c'est pour ça que du coup, cette cellule Covid nationale psy assure cette veille, en fait, et vient, puisqu'elle est co-animée avec la DGOS, vient ajuster autant que possible aussi les organisations, mais surtout aussi d'être un interlocuteur privilégié avec la DGOS pour faire passer des messages. Voilà, donc peut-être pour le Covid, je ne dirais pas plus, parce qu'on j'en ai déjà pas mal parlé. Sur la question donc, de l'isolement et contention, donc ça, c'est un sujet qui est vraiment très, très difficile dans vos établissements et qui est à la fois devenu un peu un irritant, puisque donc, il n'y a pas un établissement aujourd'hui qui n'est pas en difficulté pour mettre en œuvre en tout cas cette loi. Alors, bon, il y a apparemment quelques établissements, mais vraiment on les compte sur les doigts de la main, qui disent mais nous, on n'a pas d'isolement, on n'a pas de contention. Bon, je ne sais pas comment ils font. Est-ce qu'on a les mêmes patients ou pas les mêmes patients? On peut toujours s'interroger, hein. Sauf si on a une chambre d'isolement. Bon, ce n'est pas le cas. En tout cas, par exemple, nous, à Toulouse, on a 19 chambres d'isolement. Donc, vous voyez, ça a un poids très, très élevé, même si on a quand même fermé les chambres d'isolement sur les unités de soins de suite et on essaie de travailler autour des pratiques. Mais quoi qu'il en soit, cette loi, même si elle est légitime, je pense personne aujourd'hui ne la conteste. Hein. Je pense personne n'a envie de faire plus d'isolement et de contention. L'idée, c'est comment on fait en sorte, effectivement, aujourd'hui, avec les moyens, même si des crédits ont été alloués, bon, qui restent malgré tout insuffisants par rapport, encore une fois, à l'enjeu, hein, puisque quand vous voyez la charge de travail à la fois clinique, mais aussi administrative pour éviter les mains levées, les saisines tardives. Voilà. Donc, nous, par exemple, quand on avait démarré sur Toulouse, on était à 30% de mains levées. Bon, on a baissé aujourd'hui à entre 19 et 20% de mains levées. On a gagné 10 points parce qu'on a associé un avocat en fait qui vient nous aider dans les dossiers et qui nous permet en fait de mieux comprendre en fait comment ça se passe de l'autre côté en fait. Et c'est ce qui nous a permis effectivement de réduire les mains levées, puisque vous savez que quand il y a une main levée par exemple, il faut
respecter 48 heures, sauf la survenue d'éléments nouveaux. Et pareil, c'est quoi un survenu d'éléments nouveaux? Quand c'est la main levée fait suite, par exemple, à une vice de forme ou vice de procédure. Bon, ce n'est pas pour des raisons cliniques. Et ce qui nous a été beaucoup demandé aussi, bien sûr, c'était l'insuffisance de motivation, par exemple, de nos décisions, qui ont aussi contribué aussi à entraîner des mains levées. Petit à petit, on s'est amélioré. Bon, on a aujourd'hui un dossier, alors je ne sais pas si vous avez Cortex, où on a un dossier patient informatisé qui permet de donner des alertes sur l'isolement. On essaie de travailler sur la contention pour essayer d'être pas trop en difficulté au moment des saisines. Bon, on travaille vraiment de manière très, très étroite avec le service administratif qui nous relance aussi. Mais c'est vrai que la complexité, la lourdeur des tâches, dans un contexte aussi de grande fragilité de la psychiatrie, avec l'absentéisme paramédical, ou parfois dans certains hôpitaux où il n'y a pas de psychiatre aussi. C'est comment on fait avec ça. Quand les psychiatres sont également multisites, est-ce qu'il faut faire l'évaluation en présentiel ou par téléphone? Alors, nous, on a convenu, comme beaucoup d'établissements, de faire la deuxième évaluation par téléphone par l'interne. Il existe un interne. De le faire généralement avant minuit et pas réveiller le patient en nuit profonde, par exemple. Ça n'a pas de sens et puis c'est humain, en fait. Donc, l'idée, c'est qu'il y ait une organisation qui permet à la fois de faire les deux évaluations et d'être en conformité avec la loi. Sur la question des mineurs, il reste quand même une zone d'ombre importante. Alors, aujourd'hui, ni l'instruction ni les textes font référence aux mineurs. Alors, effectivement, je sais qu'il y a dans certains endroits, quand il y a des mineurs qui sont mis en isolement et contention, ils transfèrent la mesure en SDRE. Moi, je pense qu'il faut être extrêmement prudent par rapport à ce type de disposition, puisque, comme vous le savez, aujourd'hui, dès lors que vous êtes en soins sous contrainte, vous faites l'objet quand même, vous êtes inscrit sur le fichier OpsiWeb, et c'est peut-être pas la peine, effectivement, d'inscrire un jeune mineur sur un fichier OpsiWeb. Alors, bien sûr, le mineur, il est sous l'autorisation parentale de soins. Bon, chez nous, sur le tribunal judiciaire, le juge n'a pas souhaité instruire, en tout cas, les mesures de mineurs qui sont placés en isolement. Il n'y en a pas beaucoup non plus, hein. Mais on n'a pas souhaité non plus transformer la mesure en SDRE. Si le mineur, bien sûr, il arrive en soins sur décision de représentant de l'État parce qu'il y a eu trouble à l'ordre public, ça c'est une autre chose, mais on n'a pas souhaité quand même, effectivement, pour l'instant, faire cette transformation. Une attention particulière, bien sûr, aussi sur les mesures de protection d'urgence, puisque pareil, comme vous le savez, la circulaire veille a été abrogée dans l'instruction, mais quand même, il reste une phrase en cas de mesure de protection. Il est tout à fait possible, effectivement, de mettre quelqu'un en isolement et contention le temps de la résolution de la crise. Bon, après, effectivement, c'est quelques heures, mais c'est quoi quelques heures? Pour moi, les quelques heures, c'est moins de 12 heures. Ça ne peut pas être au-delà de 12 heures, en fait. Alors, si effectivement le patient il va passer 1 heure, 2 heures, bon, on ne va pas transformer la mesure. Parce que pareil aussi, quand ça arrive le week-end où il est très difficile de faire appel, par exemple, au tuteur, au curateur, il arrive effectivement que la personne soit en service libre. Et donc, vous savez, normalement, tout placement en isolement et contention doit faire l'objet quand même d'une mesure de soins sous contrainte. Voilà. Donc, il y a quand même une complexité particulière. Mais quoi qu'il en soit, bien sûr, l'esprit de la loi, c'est vraiment de réduire les mesures d'isolement et de contention. Bon, je ne sais pas s'il y a eu un effet ou pas. Bon, c'est vrai qu'en fait, on voit quand même les durées se réduisent. Bon, peut-être qu'il est encore très tôt pour pouvoir, en tout cas quantitativement, dire que en fait, c'est à cause de la loi qu'on a aujourd'hui un peu moins de mesures d'isolement et de contention, que les durées aussi diminuent. Il faut en tout cas un travail peut-être qualitatif un peu plus important pour peut-être mieux appréhender en fait ces situations. Est-ce qu'il y a la loi finalement a eu son effet escompté de réduire les mesures d'isolement et de contention?
L'autre question, peut-être, c'était autour de la question des assises de la psychiatrie de la santé mentale. Alors, effectivement, je suis comme vous un acteur de, de la psychiatrie publique. Alors, bien sûr, il y a un certain nombre de mesures qui ont été annoncées. Et comme je le disais tout à l'heure en introduction, bon, pour une fois, donc, on a la lumière, les feux, plein projecteurs sur la psychiatrie et non pas sur des faits divers, mais qui mettaient en lumière quand même cette discipline pour essayer aussi de combattre un peu les représentations qu'on peut avoir. Mais malheureusement, à chaque fait divers, tout ce qu'on essaie de travailler en termes de représentation sont balayés d'un seul coup. Et quoi qu'il en soit, ces assises ont permis en tout cas de faire en sorte que la psychiatrie, et surtout la pédopsychiatrie, qui est quand même une des disciplines encore plus sinistrées, de devenir une priorité nationale. Et c'est tant mieux si c'est le cas. Bon, donc il y a eu quand même des annonces qui ont été faites, puisqu'il y a eu à peu près 2 milliards d'euros, 1,9 milliard d'euros qui avaient été déjà mobilisés. Et il s'ajoute effectivement non, pardon, les 1,9 milliard d'euros, c'est à la suite des assises pour financer donc les dispositions qui ont été annoncées. Et il y a eu effectivement sur la feuille de route santé mentale 1,4 milliard d'euros qui ont été aussi mobilisés. Donc, bon, on peut dire oui, il y a déjà pas mal d'argent, mais est-ce que les comptes sont là ou pas? Ça, c'est une autre question qu'on pourra peut-être partager ensemble. Quoi qu'il en soit, il y a effectivement des annonces qui ont été faites sur, j'essaie de retrouver mes fiches, sur un certain nombre de sujets, sur par exemple le renforcement des CMP, puisque l'idée c'était de pouvoir recruter 400 ETP supplémentaires sur 3 ans. Donc, bien sûr, c'est du personnel non médical, bien entendu. Hein, donc, alors, toujours pareil, une enveloppe 400 ETP sur l'ensemble des CMP. Bon, on peut imaginer que ce n'est pas une grosse somme quand même. Bon, c'est déjà le cas quand même. C'est déjà bien déjà qu'il y ait des crédits qui soient mobilisés. Mais en tout cas, il y a effectivement, que ce soit pour la pédopsie ou pour la psychiatrie adulte, donc il a été annoncé effectivement le recrutement de professionnels non médicaux. Donc, ce qui avait été annoncé également, c'est de pouvoir renforcer les maisons des adolescents, puisque donc, dans tous les départements, il n'y avait pas forcément des maisons des adolescents. Bon, c'est une bonne chose qu'il y ait un renforcement des maisons des adolescents. Un développement de l'accueil familial thérapeutique en créant 100 places supplémentaires d'accueil familial thérapeutique en pédopsie. Le renforcement des moyens également sur la prise en charge du psychotrauma, avec un renforcement donc, du coup, des équipes médicales et non médicales. Donc, sur la psychiatrie adulte, donc je parlais tout à l'heure effectivement des 400 ETP supplémentaires sur 3 ans. Pareil, on peut dire la même chose, hein, 400 ETP, ça représente un agent par CMP, mais pas tous les CMP. Donc, c'est effectivement intéressant de se rapprocher de vos ARS pour savoir comment cette enveloppe a été distribuée, si elle a été distribuée. Pour la psychiatrie adulte, l'idée, c'est de pouvoir également déployer le volet de psychiatrie du SAS, donc le service d'accueil spécialisé qui est une forme de régulation téléphonique qui fonctionnerait H24, 365 jours par an. Il y a eu au départ donc des départements qui ont été expérimentateurs et l'idée, c'est vraiment de déployer ce volet qui viendrait effectivement assurer une forme de régulation, peut-être orienter les patients, pas forcément vers les urgences. Comme vous le savez, le service des urgences aujourd'hui est aussi en grande difficulté et l'idée, c'est de trouver d'autres moyens vers les médecins généralistes, les psychiatres libéraux, en tout cas, ou d'autres professionnels. D'augmenter le nombre d'équipes mobiles de psychiatrie auprès des personnes âgées et en EHPAD, donc avec la création de 20 équipes mobiles territoriales de psychiatrie de la personne âgée. Pareil, il faudra voir dans chaque territoire comment effectivement
cette somme a été ventilée. Et enfin, pour la psychiatrie adulte, alors même si c'est, je ne sais pas trop comment on va travailler ce dispositif, c'était de créer un dispositif de lit à la demande. Bon, autant pour le MCO, c'est quelque chose qui peut se comprendre, le lit à la demande, puisque donc quand il y a des pics épidémiques, par exemple, en fonction des saisons d'hiver, les grippes et tout ça, donc on ouvre des lits. Autant pour la psychiatrie, c'est vrai que c'est un peu compliqué de voir comment on peut ouvrir des lits, peut-être des places sur les hôpitaux de jour, mais quoi qu'il en soit, il faut le réfléchir sur, par exemple, des dispositifs d'hospitalisation à domicile. Mais quoi qu'il en soit, bon, l'idée, elle est intéressante, mais c'est comment on travaille ce dispositif. Je sais qu'il y a un projet d'instruction qui va sortir là prochainement, qui permettrait pour la psychiatrie un peu de mieux appréhender comment on peut disposer de ces crédits dans certaines situations de tension de la filière et qui viendraient donner un peu d'oxygène à la filière. Bon, quoi qu'il en soit, il faut trouver aussi des professionnels parce que pareil, ouvrir des lits sans professionnels, c'est aussi une équation un peu compliquée. Alors, il y a eu d'autres annonces qui ont été faites également. C'était pour améliorer l'attractivité de la filière de la psychiatrie et de pédopsychiatrie. C'était de pouvoir augmenter le nombre de postes de chefs de clinique hospitaliers universitaires, notamment en pédopsychiatrie, parce qu'effectivement, le nombre de postes effectivement, de chefs de clinique en pédopsie était vraiment en dessous de la moyenne des autres spécialités. Et c'est pareil, l'idée, c'était aussi de former en tout cas des pédopsychiatres un peu plus pour venir combler ce déficit vraiment important. Et pareil, donc effectivement, donc en créant des postes de MCU, PH également, sur 4 ans. Et d'ailleurs, vous savez que la maquette du DES de psychiatrie est passée de 4 à 5 ans, toujours dans l'idée, effectivement, de pouvoir soutenir aussi la pédopsychiatrie également. Donc, la question également, un sujet vraiment important aussi, c'était la question des infirmiers de pratique avancée en psychiatrie et en santé mentale. C'est vraiment un sujet qu'on porte au niveau de la Commission nationale de la psychiatrie. On a eu beaucoup de réunions et on a vraiment insisté sur le fait que, bon, c'est bien de promouvoir les infirmiers de pratique avancée, mais il ne faut pas que ça se fasse en concurrence avec d'autres études promotionnelles. L'idée, c'est vraiment de venir aussi donner des crédits supplémentaires. Et on sait que, bon, aujourd'hui, les IPA, c'est un métier important, je pense, pour la discipline. Peut-être qu'il manquerait aujourd'hui au vu de la situation de nos hôpitaux. Mais quoi qu'il en soit, on a souhaité vraiment qu'il y ait un soutien extrêmement fort, en tout cas pour les IPA psychiatrie santé mentale. Et le ministère nous a assuré effectivement que ce soutien il sera là. Et on espère bien entendu amplifier en tout cas le financement de cette formation. Idem, je pense qu'il faut que chaque établissement, chaque territoire se rapproche des ARS pour savoir un peu plus comment ce soutien se concrétise concrètement en fait. Un autre sujet aussi important, c'est bien sûr la question de la recherche et les innovations numériques. Alors, bon, bien sûr, il y a eu un gros effort sur la recherche en santé mentale. Bon, c'est vrai qu'il y a eu 2 dispositifs parisiens qui ont été financés. On aurait aimé effectivement que les crédits puissent être ventilés autrement, d'autant plus que quand même au niveau national, on travaille sur une coordination nationale de la recherche de la psychiatrie qui est coportée par la conférence nationale des PCME de CHS et le CUP, Collège national des universitaires en psychiatrie, toujours dans l'idée de pouvoir accompagner les territoires à structurer la recherche en psychiatrie, soit sous la forme de fédération ou de dispositifs, et avec la possibilité de venir les accompagner pour installer ce dispositif. Sur la région Occitanie, par exemple, on a la chance depuis 2015-2016, on a mis en place une fédération de recherche en psychiatrie et santé mentale qui s'appelle la FEREPSI, qui est une des fédérations un peu la plus structurée comme celle des Hauts-de-France, que vous connaissez probablement.
et certainement, je dirais. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir être à la fois visible, mais également lisible, mais ça peut être aussi un espace d'attractivité également pour nos jeunes collègues de plus en plus intéressés. Elle ne s'adresse pas, bien sûr, aux médecins, hein, elle s'adresse aux médecins et aux non-médecins et aussi aux infirmiers. Nous, on a souhaité, par exemple, sur l'Occitanie, que cette fédération ne soit pas juste une fédération d'acteurs publics, elle est ouverte au privé, toujours dans un esprit de décloisonnement également entre le public et le privé, puisque finalement, on a besoin de tout le monde là sur le parcours de soins. Voilà, donc un certain nombre de sujets que je partage avec vous. Je ne sais pas si je fais le tour de la question, de tous les sujets. Mais je suis à votre disposition puisqu'il nous reste à peu près 10 minutes pour partager des échanges. Oui, oui, effectivement, docteur. Oui, je vous remercie beaucoup. Nous vous remercions beaucoup pour cette intervention très complète, très tonique, bien rythmée sur les sujets qui nous concernent tous. Effectivement, avant de passer la parole pour ceux qui souhaitent poser une question, vous le faites savoir. Je voulais revenir sur la thématique des autorisations et plus particulièrement dans le contexte d'exercice actuel. Si vous pouvez nous faire un retour d'expérience sur les modalités de prise en charge des détenus. Avez-vous un modèle particulier dans votre établissement ou en connaissez-vous? Parce que c'est vrai que c'est un vrai sujet pour nous puisque nous allons avoir une augmentation du capacitaire du centre pénitentiaire de notre zone d'intervention et nous aurons à faire face à un afflux plus important potentiellement de détenus. Ça, c'est une première question. Sinon, avez-vous un modèle organisationnel également concernant la prise en charge des patients en séjour long, voire très long, puisque notre modèle est celui du secteur, bien sûr, avec le parcours complet des patients. Mais sur ce sujet-là, y a-t-il des pistes de réflexion, voire des pratiques innovantes qui peuvent être intéressantes pour nous? Et enfin, autre question, dans la réforme des autorisations, avez-vous un axe concernant la prise en charge des cas complexes? En l'occurrence, ces patients qui sont par ailleurs, puisque ça lie aussi l'autre sujet qui est l'isolement et la contention, avec notamment l'isolement séquentiel, avec des aménagements de locaux adaptés, comme vous le savez. Donc, est-ce qu'il y a un point concernant les cas complexes pour lesquels il n'y a pas de place en médico-social, où les UMD sont inaccessibles, etc., etc. Voilà, quelques pistes de réflexion à vous soumettre. Oui, merci beaucoup. En tout cas, bon, des questions à la fois très, très importantes et à la fois très complexes. Sur la question des détenus, alors nous, on a une UHSA également sur le site de l'hôpital Marchand de 40 lits. Et il y a un deuxième projet du HSA qui va être prévu sur Béziers, donc sur l'Occitanie Est, puisque donc, nous, on est en Occitanie Ouest. Bon, on a la chance d'avoir une UHSA qui est assez réactive et finalement qui fait en sorte qu'on a très peu de D398 finalement dans nos unités de soins. Mais la question des D398, j'imagine c'est celle-là que vous posez, hein, qui est la plus compliquée en tout cas, puisque donc on sait que même si les nombreux rapports du contrôle général, de la commission de prévention de la torture et des traitements dégradants a plusieurs fois émis des réserves sur le fait que les patients détenus en D398 ne doivent pas faire l'objet de placement en chambre d'isolement strict. Aujourd'hui, il n'existe aucun texte, en tout cas, qui dit que les détenus doivent être dans une chambre d'isolement. Il est dit dans le guide méthodologique qu'il faut qu'ils soient dans des unités fermées, sécurisées, d'où l'intérêt d'avoir une architecture qui permettrait de concilier à la fois cette sécurité du soin, mais aussi faire en sorte effectivement que les personnes détenues, autant que possible, ne soient pas dans les chambres d'isolement. Bon, disant ça, ça paraît simple, mais c'est beaucoup plus compliqué parce que quand vous avez un patient détenu qui est dans une unité de soins de secteur, alors qu'on essaye tous de promouvoir la possibilité que nos patients puissent accéder à leur téléphone portable, aux visites et tout ça, quid effectivement quand
dans une unité de soins même fermée, hein, puisque donc, par exemple, nous, on a facilité en fait l'accès au téléphone portable depuis déjà 2012 en fait, sauf contre-indication médicale. Donc, ce n'est pas le statut qui fait que le patient a ou pas en fait son téléphone portable, c'est la contre-indication médicale, même s'il est dans un espace fermé en fait. Voilà, donc du coup, ça pose la question de la cohabitation entre un patient qui serait dans une unité fermée ou dans un espace fermable avec un patient détenu qui parfois peut être prévenu et pas forcément condamné. Donc s'il est prévenu, ça veut dire qu'il doit aussi avoir un certain nombre de restrictions, par exemple, qui sont posées par le juge d'instruction. Vous voyez finalement cette difficulté en fait, qui n'est pas simple, sauf à imaginer des téléphones dans les services, à carte, je ne sais pas. En tout cas, c'est une situation compliquée, même chez nous, en fait, même si ce travail, on a essayé un peu de le prendre de manière assez pragmatique, en fait. Donc, du coup, quoi vous dire? Bien entendu, ce n'est pas le statut, en fait, qui doit conditionner le placement en chambre d'isolement, c'est l'état clinique. Voilà, moi, c'est ce que je peux dire. Mais je connais la réalité aussi du terrain et les difficultés aussi. Donc, bien sûr, autant que possible, quand vous avez des patients détenus et que cliniquement, ils ne relèvent pas de chambre d'isolement, que vous avez des espaces très sécurisés qui permettent d'éviter, bien sûr, que ces patients puissent sortir sans autorisation, bon, il faut le faire. Après, voilà, donc c'est un travail qu'il faut assurer avec les équipes aussi du SMPR, si vous en avez, les équipes en tout cas qui travaillent au milieu pénitentiaire, qu'il faut vraiment qu'il y ait une articulation au moment de l'admission, préparer aussi le retour en détention, préparer autant que possible la sortie d'incarcération. Par exemple, sur Toulouse, on a mis en place une équipe mobile transitionnelle qui s'appelle EMOT, qui permet effectivement au moment de la levée d'écrou, de la sortie d'incarcération, cette équipe mobile, puisque c'est un financement FIOP, hein, parce que donc on a porté un projet FIOP et donc on a bénéficié de ce financement. Je pense que nos collègues de Lillois disposent de cette équipe mobile également, sortie de prison, ce qui permet vraiment de faire ce lien entre le milieu fermé et le milieu ouvert, de travailler les articulations suffisamment en amont, en fait. Voilà. Et plus vous travaillez les organisations, plus vous travaillez la clinique, moins vous avez de représentation aussi négative. Voilà. Ça, c'est pour la première question. Je ne sais pas si j'ai répondu, même si, encore une fois, je mesure la difficulté. Hein. Oui, effectivement, on est toujours sur le fil de rasoir, on connaît tous, ça nous parle bien. Hein. Ces contraintes organisationnelles, le côtoiement du statut de santé et le statut carcéral, c'est très compliqué. Nous n'avons pas à l'heure actuelle d'unité fermée, mais nous y travaillons justement pour permettre la mobilité, le déplacement des patients dans un environnement sécurisé. Nous avons travaillé également sur un projet d'unité contenante dédié aux détenus, donc, qui a été présenté une première fois à l'ARS, qui n'a pas été validé, mais dans le cadre de l'agrandissement du capacitaire du centre pénitentiaire, nous remettrons enfin, ce sujet-là dans le dossier, évidemment. Voilà pour ce point-là. Oui. Vous voulez que je raconte peut-être pour le deuxième sujet, sur les séjours longs? Alors, pour la question des séjours longs, par exemple, pour vous donner mon expérience toulousaine, qui n'est qu'une expérience toulousaine, hein, nous avions en fait 5 unités de soins de suite et on a souhaité quand même travailler sur ces unités de soins de suite et aujourd'hui, on en a 3 en fait. Bien sûr, il y a un travail avec le médico-social qui est vraiment très, très important, qui est vraiment aussi ancien, puisque en fait, on avait mis en place une équipe mobile du handicap psychique. Et on avait réussi à l'époque, en fait, à nous faire financer des postes par les médico-social, des postes de psychologues, puisque en fait, eux, ils avaient des difficultés à pourvoir les postes de médecins. Et on leur a dit, mais nous, on veut bien intervenir chez vous, mais pour que ce soit gagnant-gagnant, est-ce que vous serez prêts aussi à financer des postes? Donc, du coup, ils ont accepté de financer des postes.
de psychologues, puisque donc on a beaucoup de structures médico-sociales sur notre département de la Haute-Garonne. Et donc, ce sont des agents qui sont mis à disposition en fait de l'hôpital Marchand, mais avec un financement qui émane du médico-social. Alors, ces équipes mobiles du handicap psychique, alors, ils n'assurent pas forcément une prise en charge, ils viennent en soutien en fait aux équipes du médico-social. Donc, ils interviennent régulièrement à des fréquences assez régulières dans les structures médico-sociales. Alors, c'est des petites équipes, c'est un infirmier, un psychologue ou un psychologue, un éducateur, et qui interviennent en fait régulièrement à la fois sur des supervisions d'équipe, mais également c'est eux qui vont assurer l'interface en fait quand ils voient qu'il y a un patient qui nécessiterait un séjour, par exemple, d'hospitalisation, ils vont faire ce lien avec entre le médico-social et le sanitaire. Donc, du coup, c'est vrai que du coup, ils assurent cette transition. On a beaucoup travaillé sur des séjours séquentiels parce que dans le médico-social, pareil, ils avaient besoin d'être sécurisés. Hein. Ils nous ont dit, mais nous, on veut bien vous prendre des patients, mais quand même, on a aussi parfois, de temps en temps, besoin aussi d'organiser des séjours de rupture. Donc, on a mis en place, par exemple, dans nos unités qu'on appelle des unités de soins de suite, en fait, hein, qui sont des unités de moyen long séjour, d'organiser des séjours séquentiels en fait dans ces unités, ce qui a permis aussi à un moment donné de faciliter le départ de nos patients dans le médico-social. On a beaucoup travaillé également sur des formations croisées entre le sanitaire et le médico-social, avec des temps d'immersion en fait des deux côtés en fait, pour que chacun se représente le travail de l'autre. Puisque pareil, c'est toujours, on a tous des représentations et des uns et des autres. L'idée, c'est vraiment de partager une culture. Alors, j'allais dire s'acculturer, mais en tout cas, croiser un certain nombre de cultures entre nous. Après, on a essayé de travailler sur une commission de soins de suite avec une présidence et, vous voyez, une présidence tournante où effectivement permettait en fait de pouvoir examiner les dossiers des patients qui viendraient des unités d'admission vers les unités de soins de suite. Parce que pourquoi on a voulu faire ça? C'était pour structurer un peu plus les projets de soins des patients. Parce que quand vous aviez des patients, par exemple, en séjour lent dans les unités d'admission, les unités actives, parfois les collègues disaient mais lui, il est là, ça fait longtemps, il faut juste qu'il parte sur une unité de soins de suite, sans projet. Et le fait d'envoyer quelqu'un sans projet, mais bien sûr, on prend le risque que le patient il va sédimenter en fait, puisqu'il n'a pas de projet. Et cette commission de soins de suite qui se réunit en fait tous les mois, elle travaille bien sûr sur les candidatures de ces patients qui sont adressés. Soit parfois elle leur dit écoutez, là il n'y a pas de projet, travaillez un projet, nous on prend le patient, mais pour pousser les collègues en fait à travailler sur les projets. Et on a souhaité renforcer les temps des assistantes sociales dans les unités de soins de suite, puisque quand même pareil, s'il n'y a pas d'assistante sociale, le projet ne peut pas être accompagné non plus. Hein. Donc, c'était important pour nous quand même qu'il y ait des assistantes sociales également dans ces unités. Et on a essayé de travailler, bien sûr, effectivement, le travail autour de la réhabilitation psychosociale. Bon, on a, par redéploiement, le fait d'avoir fermé 2 unités, on a pu redéployer en fait un peu de moyens en créant un centre de réhabilitation intra-hospitalier de psychosocial qui permet un peu. Alors, l'idée, c'est bien sûr de ne pas enlever des compétences dans les services, hein, parce que je pense que ce soit tout le monde fait de la réhabilitation psychosociale, hein, mais l'idée, c'est d'avoir quand même un dispositif aussi dans l'hôpital qui viendrait un peu soutenir les équipes sur les réflexions autour de la réhabilitation psychosociale et de pouvoir aussi les aider aussi dans les projets, puisque puisque l'équipe mobile fait partie de cette unité de réhabilitation psychosociale, qui pourrait aussi être un peu le lien qui est fait avec le médico-social. Voilà. Sur la question des cas complexes, bon, pareil, c'est un sujet, je pense, très compliqué. Hein. On en a tous, en fait, dans nos services, des situations des cas complexes. Alors, je ne sais pas comment donner une formule, mais j'allais dire, j'en ai pas, en fait, à part que quand on a des situations vraiment particulièrement difficiles,
on fait une demande à l'ARS pour qu'il y ait une prise en charge complexe, en fait, avec la présence soit d'un infirmier supplémentaire, soit d'un aide-soignant, soit d'un éducateur. Bon, on a beaucoup travaillé également sur un pool, en fait, qui viendrait aussi soutenir, par exemple, l'unité qui fait face à une prise en charge complexe. Voilà, donc effectivement, on essaie bien sûr de travailler collectivement sur ce sujet, hein, mais c'est un sujet tellement difficile, en fait, que je ne sais pas trop comment vous dire, à part vous dire que bien sûr, effectivement, on a tous besoin d'avoir un peu plus de soignants dans nos unités pour venir en tout cas faciliter le travail complexe des agents, hein. Et c'est vrai que, par exemple, pour répondre sur la question de l'isolement et contention, on a eu une réunion la semaine dernière avec l'ARS pour essayer peut-être de travailler sur le binôme infirmier-soignant, en fait. D'ailleurs qui est dans l'instruction, toujours dans l'idée, effectivement, non pas de remplacer les soignants et les médecins dans les unités, mais c'est d'avoir des interlocuteurs privilégiés qui, à la fois, maîtrisent un certain nombre de sujets sur la question de l'isolement et contention, un certain nombre de sujets sur la clinique de la violence, sur les droits des patients, et qui viendraient parfois à la demande des équipes, non pas pour venir compléter les équipes, mais dès lors il y a une situation, par exemple, difficile ou une mesure d'isolement qui est très longue ou une mesure de contention très longue, de pouvoir enclencher, par exemple, une RMM et d'être là aussi pour pouvoir essayer de mieux appréhender la situation pour comprendre pourquoi effectivement cette mesure a dure, quelles sont les solutions. Mais c'est vrai que le fait d'avoir un tiers qui n'est pas du service, ça peut apporter quelque chose. Et aussi de pouvoir participer également à des audits, en fait, parce que, encore une fois, moi, je pensais bien aussi de faire des audits régulièrement sur l'isolement et la prévention, mais aussi d'amener les équipes aussi à avoir des idées autour de la recherche sur ce sujet. Mais je pense que l'idée d'avoir un binôme médecin-soignant peut être une plus-value, en tout cas, pour… alors, ce n'est pas une équipe mobile, bien entendu, hein, mais c'est quand même des personnes identifiées dans l'hôpital qui viendraient participer, par exemple, à ces réflexions, qui pourraient être invitées, par exemple, aux différentes CME ou la commission des soins infirmiers pour échanger sur le sujet, travailler sur les indicateurs, à la fois quantitatifs mais qualitatifs, faire un retour, en tout cas, sur ces indicateurs auprès des différentes instances de CME ou de soins infirmiers. Vous voyez, moi, je pense que c'est vraiment important d'identifier quand même comme ça ce binôme. Oui, merci beaucoup, docteur Aouid. Vous venez de soulever effectivement concernant l'isolement, la contention, en groupe de travail interne avec notamment le président de la CME, nous avons évoqué et effectivement le suivi d'indicateurs qui pourraient permettre à chacun de voir un peu comment on progresse dans les pratiques et les organisations. Et cette idée d'experts ou de personnes désignées qui apporteraient un regard et une aide à l'analyse sur un sujet qui impacte tellement les pratiques actuellement, c'est un éclairage supplémentaire qui nous est bien utile. Merci beaucoup. Je vais vous passer une professionnelle, Laurence Gamrer, cadre supérieur de santé en secteur de pédopsychiatrie, qui a une question à vous poser. Bonjour. Bonjour. Ma question va concerner les mineurs hospitalisés. Nous avons sur Caen une maison des adolescents. Nous avons un CMP, un hôpital de jour, un CATTP, et on est en train de mettre en place une équipe mobile. Sur les mineurs, quand ils ont besoin d'hospitalisation, sont donc hospitalisés sur le CHU de Caen. Mais depuis 1 an, à partir de la maison des adolescents, nos pédopsychiatres ne peuvent plus, faute de place, hospitaliser les mineurs. Donc, nous accueillons à l'EPSM de Caen des mineurs dans les services adultes. Il y a eu une réflexion au sein de l'institution où il a été décidé que des verrous seraient posés sur des portes de chambre afin que le mineur puisse avoir la possibilité, pour sa sécurité aussi, de pouvoir s'enfermer dans la chambre, bien évidemment avec accès des soignants à tout moment. Pour autant,
avoir, on sait bien, un mineur ou des mineurs hospitalisés en service adulte. On sait bien toutes les questions, enfin, tout ce que ça peut, comment dire, oui, tous les risques, voilà, tous les risques potentiels, toutes les agressions potentielles qui peuvent arriver, qui sont arrivées malheureusement. Avez-vous une expérience à pouvoir avoir un éclairage, comment vous faites Sujet très compliqué également, en fait, la question des mineurs qui soulève à la fois la question de la sécurité des mineurs, mais aussi des problématiques aussi éthiques, hein. Alors, nous, chez nous, en fait, on a une unité de crise pour adolescents. On a un pavillon de jeunes adultes 16-25 ans. Et on a bien sûr, effectivement, comme vous, une unité mobile, en fait, qui s'appelle UMES, unité mobile d'évaluation de soins, et des consultes ados. Donc, on a eu quand même des financements de l'ARS pour nous soutenir, par exemple, sur la consulte ado. Donc, on a 3 secteurs de pédoxie, en fait. Un secteur porté par l'hôpital Marchand, un secteur qui est porté par le CHU et un secteur associatif. Et des financements ont été accordés il y a 3 ans, en fait. Et puis, on a bien sûr déposé des projets FIOP qui ont permis aussi de bénéficier d'autres financements. Quoi qu'il en soit, là, effectivement, avoir des mineurs dans un secteur adulte, c'est vraiment assez périlleux, ça c'est très clair. Le contrôle général aussi a beaucoup mis un certain nombre de recommandations sur ça, et c'est vrai qu'il faut être très attentif. Mais pourquoi vous n'avez pas eu une réflexion autour, par exemple, de créer une unité? Parce que vous n'avez pas d'unité, en fait, sur Caen, ni de jeunes adultes, ni d'unité dédiée. Il y a une unité d'accueil des adolescents, enfin des plus grands mineurs, je ne sais plus, rattachés au CHU. Ce sont des lits. Pour la région, c'est une unité d'accueil d'urgence, enfin de crise. Et il y a également un secteur avec des lits sur Bailleul, sur un autre secteur. D'accord. Bon, en tout cas, c'est très acrobatique, hein, à part effectivement, comme vous dites, hein, vous avez mis en place des dispositifs qui permettent aux mineurs de s'enfermer dans leur chambre. J'imagine que les mineurs qui sont hospitalisés sont plutôt mis pas loin de la salle de soins. Il y a une réflexion autour d'une organisation pour qu'effectivement, qu'ils ne soient pas très éloignés. Parce qu'on voit bien aussi pareil, quand on a là, on parle des mineurs, mais on peut aussi imaginer des jeunes femmes en phase maniaque qui s'exposent aussi, par exemple, à une forme de sexualité non consentie, hein. On en a eu une il n'y a pas très longtemps, hein. Et la même question qui se pose aussi sur l'UHSA, qui est mixte, en fait, hein, parce qu'il n'y a pas trop de femmes incarcérées. Il suffit qu'il y ait une femme sur une unité parce que nous, c'est 40 lits, 20 lits et 20 lits. Vous voyez, ça pose d'autres problématiques. Bon, quoi qu'il en soit, effectivement, il faut réfléchir sur une organisation qui permette autant que possible de protéger ces mineurs. Peut-être faire en sorte de voir si, à ce moment-là, qu'il y ait un renforcement des équipes pour permettre aussi une surveillance, une attention un peu plus soutenue, en fait. Mais après, je ne sais pas, je sais pas quel est l'âge de vos mineurs, en fait. C'est très jeune parfois? 15, 16 ans. D'accord. Il y a même eu, oui, j'entends dans la salle, exceptionnellement, des mineurs de 14 ans. Voilà. Par exemple, nous c'est vrai que dans nos unités adultes, on en a très peu, hein. Bon, parfois, on peut avoir un par an, une fois par an, en fait, vous voyez. Mais c'est toujours un casse-tête, en fait, pour savoir comment on fait, surtout quand il s'agit d'une jeune mineure et pas d'un jeune mineur. En fait, les deux sont fragiles quand même. C'est un vrai casse-tête pour nous, hein, je vous assure, hein. L'année dernière, 66 mineurs hospitalisés à l'EPSF de Caen. Ah oui. Alors, effectivement, vous parliez, est-ce qu'on a réfléchi à un dispositif d'une petite unité dédiée? C'est quelque chose comme ça que vous étiez en train de soulever tout à l'heure, il me semble.
Voilà. Oui. Donc, effectivement, on est sur le sujet depuis bien des années, avec en fait des anciens psychiatres, je ne sais pas si on a dans la salle, mais qui étaient un peu opposés en fait à cette idée-là, puisque le docteur Jean Bresse, qui était directeur de la Maison des Ados, avait initié un groupe de travail et proposé une solution comme ça, avec bien évidemment des professionnels de la Maison des Adolescents formés qui pourraient venir renforcer en journée les professionnels travaillant en intra en service adulte. C'est pour ça que nous, on a notre unité là, de pavillon jeune adulte, ça va de 16 à 25 ans en fait, avec une architecture qui permet en fait, on a pensé cette unité avec des moyens soignants beaucoup plus importants en fait que les effectifs dans les unités de soins, parce qu'on a souhaité que cette unité soit ouverte. Donc, on a fait en sorte qu'il y ait 4 infirmiers matin et, vous voyez, le 4 le matin, 4 l'après-midi, pour éviter en fait de fermer l'unité. Donc, ce qui fait qu'en fait, comme c'est 16-25 ans, vous voyez, donc on est finalement quand même sur un créneau assez large, de faire en sorte que les soignants soient tout le temps disponibles, occupent les patients, très attentifs. Et le fait d'avoir un effectif finalement important, ben, ça évite effectivement certaines situations qui peuvent être parfois préoccupantes. Combien de lits dans cette unité? 12 lits. 12 lits, d'accord. C'est une petite 12 lits avec 2 chambres d'isolement. Avec 2 chambres d'isolement, d'accord. Oui. Je vous remercie pour cette retour d'expérience aussi, c'est toujours intéressant. Merci. Voilà, vous pouvez vous rapprocher de mes collègues à l'occasion, peut-être avec le marchand, en fait, pour essayer d'avoir le projet médical, éventuellement, si ça peut vous inspirer. Hein. Oui, tout à fait, c'est très inspirant. Oui. Merci beaucoup, docteur Aoui. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Quelqu'un souhaite partager? Non? Ça s'arrête là. Merci beaucoup pour votre disponibilité, docteur Aoui, consultant pression gardée. Merci beaucoup à vous. En tout cas, ça fait plaisir aussi de voir des personnes engagées, même si la période est très, très difficile pour tout le monde. Bon courage, bonne continuation.